Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de l'introduction, je dirais. Donc, je vais faire comment ça va se passer. On va peut-être vous passer le slide de présentation de la réunion et le partager. Comment va se passer la réunion en dehors de ma toute petite introduction de 2 minutes. Gilles et Nicolas vont présenter très rapidement, en une dizaine de minutes, les grandes lignes du diagnostic, aujourd'hui bien connu. Je vous rappelle que nous avons fait une étude extrêmement précise qui a été publiée à l'été dernier sur le diagnostic en matière d'adaptation au changement climatique sur le littoral, que cette étude avait fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle avait conclu à quel point il y avait beaucoup de choses à faire pour s'adapter au changement climatique et que les risques étaient avérés et très peu pris en compte. Et donc, Gilles et Nicolas vont présenter, rappeler en 2 ou 3 minutes cette étude, et le premier temps du débat sera sur les principes d'action qu'ils ont souhaité inclure dans leurs notes. Et je vous propose que ce premier temps de débat soit autour des principes d'action tels qu'ils sont proposés dans la note. Un deuxième temps du débat sera sur les propositions. Je rappelle que nous souhaitons, et c'est bien le cas de la note, et je remercie vraiment encore la présidente et les membres du groupe de travail de cette note tout à fait passionnante, débouchant sur des propositions très concrètes, je crois que vous avez tous lu la note normalement, et donc qui sont tout à fait répertoriées dans la note. Et donc la deuxième partie de l'atelier sera consacrée à la discussion de ces propositions concrètes. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et en vous rappelant encore une fois que c'est un atelier totalement participatif, et donc n'hésitez pas à faire savoir si vous souhaitez intervenir sur ces différents sujets qui sont évidemment des sujets tout à fait essentiels. Moi, je retiens de la note de Gilles, à la fois de l'étude qui a été faite il y a 1 an et de la note qui est faite aujourd'hui, qu'il y a absolue nécessité d'un renouveau de la pensée sur cette adaptation au changement climatique sur le littoral, si nous voulons avancer, et qu'il y a vraiment nécessité de prendre des mesures fortes et assez rapidement pour y parvenir, et que tout ça s'inscrit parfaitement dans la logique qui va être une logique, nous semble-t-il, à fabrique écologique majeure dans les prochaines années, de résilience de nos territoires, et c'est une composante évidemment essentielle de cette résilience que le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Gilles pour la présentation du diagnostic très rapidement et des grands principes de la note. Merci Géraud, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est bon, ça marche très bien. Pas de problème. Alors, effectivement, très rapidement, je vais rappeler en 1 minute quelques éléments de contexte, et puis on aura sans doute l'occasion de revenir sur un diagnostic plus précis. Alors, pour les éléments de contexte, effectivement, les travaux que mène la Fabrique écologique depuis environ 1 an et demi sur ce sujet s'inscrivent particulièrement dans une actualité scientifique sur le sujet, puisque dès septembre 2019, le GIEC a publié son rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Et dans ce rapport, les prévisions sur la hausse, sur l'élévation du niveau de la mer ont été revues à la hausse, cette élévation pouvant aller jusqu'à 1,2 mètre en 2100. Quelques mois plus tard, en février 2020, l'Agence européenne de l'environnement publiait elle aussi des cartographies des impacts de l'élévation du niveau de la mer en Europe. Et ces cartographies montraient que la France était particulièrement vulnérable. Au niveau national, le CEREMA a publié l'été dernier une estimation des logements concernés par le recul du trait de côte, et il estimait entre 5 000 et 50 000 le nombre de bâtiments qui seraient menacés à horizon 2100, pour une valeur immobilière comprise entre 1 et 8 milliards d'euros. Évidemment, à tous ces logements se rajoutent les activités économiques, les équipements publics et les différents types de réseaux, à la fois les réseaux d'eau, d'électricité, mais aussi les routes et les réseaux ferrés. Un autre chiffre pour illustrer un peu l'ampleur de la situation. L'année dernière, une étude américaine a estimé qu'en France, 1 million d'habitants pourront être concernés chaque année en 2050 par une inondation, essentiellement en Loire-Atlantique, en Vendée, en Charente-Maritime, en Gironde, en Seine-Maritime et dans le Pas-de-Calais. Donc cette étude, pour référence, c'est une étude menée par Climate Central.
Donc ça, c'est pour les prévisions, mais aussi depuis un certain nombre d'années, on constate un certain nombre de manifestations déjà sur le littoral, soit de recul accéléré du trait de côte, comme on a pu voir cet hiver à l'occasion de la tempête Ciara, par exemple, soit de submersion marine. Donc, voilà pour le rappel rapide du contexte. Maintenant, je vais présenter deux des grands principes qui, selon nous, doivent guider l'élaboration des politiques publiques sur le littoral. Donc, la première, c'est la préservation des écosystèmes littoraux. Alors, pourquoi cette préservation des écosystèmes littoraux? Bon, déjà, la crise du Covid-19 a rappelé les liens forts entre, ou en tout cas a mis sous les projecteurs les liens forts entre dégradation des écosystèmes et enjeux sanitaires. L'année passée, le rapport de l'IPBES a lui rappelé la gravité de la situation des écosystèmes. Et en ce qui concerne les écosystèmes littoraux, ceux-ci subissent de nombreuses pressions de par leur situation d'interface terre-mer. Donc, ils subissent les pollutions chimiques et plastiques qui se trouvent tout le long du bassin versant. Ils subissent également l'artificialisation sur Terre, qui est une cause majeure de destruction des habitats et des écosystèmes. En mer, ils sont soumis à la surpêche et à l'exploitation des ressources minières. Et le changement climatique va rajouter des pressions supplémentaires avec l'augmentation des températures, l'acidification ou encore la désoxygénation. La semaine dernière, l'UICN a mis à jour la liste rouge des écosystèmes littoraux en Méditerranée en France. Et ce rapport annonce que 7 des 9 écosystèmes constituant les littoraux sableux sont considérés soit comme en danger, soit comme vulnérables. Pourtant, les écosystèmes littoraux jouent un rôle clé pour la biodiversité, en offrant par exemple des habitats, des nurseries et des zones de frai pour de nombreuses espèces. Voilà, donc étant donné le diagnostic concernant l'état des écosystèmes, nous formulons comme grand principe d'action que la préservation des écosystèmes littoraux soit au cœur des politiques d'adaptation. Il ne doit pas y avoir de politique d'aménagement ou d'adaptation du littoral qui soit destructrice des écosystèmes. D'autant plus que ces écosystèmes littoraux jouent un rôle important, peuvent jouer un rôle important selon les territoires pour l'adaptation, puisqu'ils peuvent constituer des zones tampons qui peuvent protéger les zones urbanisées situées à côté ou en amont, des risques de submersion. Et c'est à ce titre d'ailleurs le conservateur du littoral, mais également le ministère de l'écologie, à la suite du 4e Conseil de défense écologique, ont lancé des programmes permettant d'expérimenter les solutions fondées sur la nature sur le littoral. Donc voilà pour le premier grand principe d'action. Le second grand action, selon nous, doit être la prise en compte des inégalités dans l'élaboration des politiques d'adaptation sur le littoral. Donc pareil, quelques éléments de contexte. Ces dernières années, la littérature scientifique sur les inégalités environnementales est plus abondante et analyse les liens entre inégalités sociales et inégalités environnementales qui souvent se cumulent et se renforcent. Donc à ce titre, encore une fois, la crise sanitaire a illustré souvent le cumul des inégalités. Par ailleurs, les revendications de justice environnementale et de justice climatique sont de plus en plus présentes à l'échelle locale comme à l'échelle internationale. Et donc, l'élaboration des politiques publiques doit prendre en compte l'existence des inégalités et le risque d'accroissement de ces dernières. Et on a tous en tête ces dernières années les mouvements sociaux qui sont liés d'une manière ou d'une autre à certaines politiques publiques, donc notamment en France avec les gilets jaunes et l'augmentation de la taxe carbone, mais aussi les révoltes chiliennes et la hausse du prix du ticket de transport à Santiago. Sur les littoraux, il y a aussi de fortes disparités quant à la vulnérabilité des habitants face aux risques. Certaines de ces disparités sont dues aux différences de géomorphologie des territoires, mais certaines sont également générées par les politiques publiques elles-mêmes. Quelques exemples. La différence de traitement entre victimes de l'érosion et victimes de la submersion, le fait que le choix de protéger ou non un certain secteur avec des ouvrages de protection soit notamment fondé sur la valeur des enjeux à protéger, et le fait également que l'indemnisation des victimes soit basée uniquement, pour le moment en tout cas, sur la valeur des biens.
Or, les enjeux soulevés par l'adaptation du littoral au changement climatique touchent des aspects particulièrement sensibles de nos vies individuelles et de nos vies collectives. Donc, je pense à la relocalisation, par exemple, qui touche directement à la propriété privée, mais également au financement de la protection et aux enjeux d'assurance qui, cette fois, touchent à la solidarité nationale. Ils font donc être particulièrement attentifs aux inégalités dans l'élaboration de ces politiques publiques sur le littoral, à différentes échelles, c'est-à-dire directement sur les communes littorales, mais également à différents niveaux, et notamment penser les liens de solidarité entre littoral et rétro-littoral, et également à l'échelle nationale. Voilà pour deux des grands principes. Je laisse Nicolas peut-être présenter les deux autres. Merci donc à vous, Nicolas. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, cette prise en compte des inégalités face aux risques littoraux, que ce soit dans leur degré d'exposition ou les inégalités créées aussi par des politiques qui traitaient ou à s'adapter aux risques littoraux, elle est particulièrement exacerbée dans les Outre-mer, dans les territoires d'Outre-mer. Et si la note ne peut prétendre à un traitement détaillé de chaque spécificité territoriale, le groupe de travail a souhaité mettre comme troisième grand principe la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins dans ces politiques d'adaptation des littoraux au changement climatique, pour plusieurs raisons. D'une part, nombre de ces spécificités en fait, accentuent la vulnérabilité à l'élévation du niveau de la mer des territoires d'outre-mer et confèrent du coup pour ces territoires un caractère à la fois urgent et prioritaire sur cette question de l'adaptation aux changements globaux, pour le développement durable de ces territoires et pour la vie et la survie même de ces populations. Dans les spécificités qui caractérisent les territoires d'outre-mer, on peut déjà citer les vulnérabilités environnementales très fortes dont ils font l'objet, que ce soit de par leur topographie, leur morphologie, très différenciée selon les territoires, ou la récurrence ou l'intensité des événements extrêmes, ou encore le fort taux d'endémisme de leur biodiversité. S'agissant des risques et des catastrophes dites naturelles, c'est souvent l'enjeu de l'approche multirisque qui se pose sur ces territoires, à la conjonction de plusieurs phénomènes, de risques de tsunami, de mouvements de terrain, de submersion, d'érosion marine ou encore d'activités sismiques et volcaniques. Donc ceci n'est pas sans conséquence sur l'appréhension et la prévention des risques, qui sont souvent matérialisés sur ces territoires dans des PPR, donc des plans de prévention dits multirisques. L'idée étant d'avoir une approche intégrée de ces risques à l'échelle de ces territoires. Et ces PPR multirisques peuvent grever un certain nombre d'activités humaines sur de larges portions de territoires. Dans les spécificités ultramarines figurent aussi les legs et les héritages sociaux, historiques et politiques dans ces outre-mer. Et ça, donc ce qui en fait aussi des configurations à la fois institutionnelles, sociales et culturelles particulièrement importantes à prendre en compte, puisqu'elles participent de relations socio-ethniques et de configurations singulières, notamment entre l'État et les collectivités territoriales, ou aussi avec des mouvements associatifs et citoyens. Et donc, ceci révèle un petit peu les difficultés, voire l'ineptie d'une action publique qui se voudrait standardisée, identique dans ses procédures, quels que soient les territoires, quels que soient les enjeux et leurs spécificités. Donc c'est vrai sur tous les territoires, mais on souhaitait particulièrement mettre l'accent sur les territoires ultramarins qui pourraient faire l'objet de politiques plus spécifiées sur ces aspects-là, en fonction de la diversité des statuts institutionnels, des représentations socioculturelles et des modes d'habiter le littoral. Deux exemples pour illustrer ces spécificités. La bande des 50 pas géométriques aux Antilles françaises, donc qui est l'ancienne bande des 50 pas du roi, sur laquelle des droits de propriété et d'usage sont soumis à régularisation actuellement, et sur laquelle il existe, comme l'ont montré des collègues juristes et sociologues, des situations dites de vulnérabilité juridique. En fait, on a une impasse juridique, que ce soit dans les conditions de relocalisation, d'indemnisation face à un risque imminent, de par l'absence de statut de propriété qui ne permet pas d'engager ce type de procédure.
Deuxième exemple, eh bien, on peut penser tout simplement au statut des collectivités d'outre-mer, donc régi par l'article 74 de la Constitution, pour lesquels en fait, un certain nombre de compétences régaliennes en matière de sécurité des biens et des personnes restent encore de la compétence étatique, mais où l'ensemble des compétences environnement ont été prises en charge par les collectivités elles-mêmes. Et on sait bien que la problématique de l'adaptation du littoral au changement climatique est une problématique très transversale, d'où la nécessité de conjuguer avec ces différents partages de compétences. Enfin, et non des moindres, peut-être les caractéristiques socio-économiques aussi de ces territoires, et on pense en particulier, comme on l'a dit, aux inégalités sociales très fortes dont ils font l'objet, qui encouragent, selon nous, des approches contingentes, attentives aux inégalités environnementales entre individus, entre groupes sociaux et entre territoires eux-mêmes. Voilà pour ce principe de prise en compte des spécificités qui milite pour voilà, qui va un petit peu à contrario d'une action publique dite standardisée. Le quatrième et dernier grand principe que le groupe de travail souhaitait mettre en avant, c'est celui qui relève de la gestion adaptative. Alors c'est un concept qui trouve sa source dans la littérature scientifique, mais qui aujourd'hui essaime un petit peu dans des modalités de politique publique. Alors, je vais en citer quelques exemples très rapidement, mais cette gestion adaptative, on peut la rapprocher de l'approche qui faisait Flores dans les années 2000 en France, de gestion dite intégrée des zones côtières, en y ajoutant deux composantes majeures, des horizons de temps longs, puisque 2100 est souvent l'horizon sur lequel on se place pour à la fois les projections d'élévation du niveau de la mer et les politiques d'adaptation associées. Et puis, une deuxième composante qui s'y rajoute, ce sont les incertitudes associées à ces phénomènes et les incertitudes aussi d'ordre socio-économique ou institutionnel. Donc la gestion adaptative, elle met l'accent sur des solutions dites sans regret, c'est-à-dire qui peuvent être menées même en situation d'incertitude, mais dont on sait qu'elles bénéficient à la résilience des systèmes littoraux, et des solutions aussi flexibles dans le temps. C'est-à-dire que l'idée n'est plus au-delà de la planification des 30 glorieuses, de se fixer un objectif, un horizon de temps donné et de suivre le plan, mais davantage d'être beaucoup plus, de se fixer quand même des méta-objectifs à long terme, tout en permettant la révision en fait, des processus ou des procédures de politique publique suivant le rythme et l'intensité du changement climatique, suivant les nouvelles connaissances disponibles à un instant T, ou suivant aussi des évolutions d'ordre réglementaire, législative ou des crises comme on la connaît actuellement. Donc, il y a des principes derrière cette notion de gestion adaptative qui sont celles de la progressivité dans le temps des mesures, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à se fixer un horizon, un objectif précis, un horizon de temps donné, mais on va plutôt procéder par ce qu'on appelle des trajectoires d'adaptation, identifier par anticipation et dans la mesure du possible des bifurcations possibles dans la trajectoire des territoires littoraux, et de pouvoir garder ouvert des options possibles en cas de point de basculement ou de point d'irréversibilité. Voilà, c'est un petit peu les vocables qui sont utilisés dans cette littérature. Donc l'idée est de sortir de cette vision du temps linéaire et séquentiel des outils traditionnels de la gestion publique en substituant des procédures davantage axées sur cette progressivité et sur l'exploration des différentes voies possibles et la concertation également. Donc le maître mot est bien ici la prise en compte de l'incertitude sur des politiques publiques qui quand même nécessitent de penser, parce qu'on pense à l'implantation d'un bâtiment, d'une infrastructure publique, c'est effectivement pour plusieurs décennies, mais quid de ce qu'il arriverait en cas d'une succession de tempêtes ou d'une succession de crises. Donc l'idée est de garder ou d'intégrer une diversité de trajectoires. Donc pour citer deux exemples qui se font en la matière, on peut citer le plan Delta aux Pays-Bas, qui adopte ce type de gestion adaptative. Donc les Pays-Bas sont actuellement en train de réviser déjà leur plan Delta qui est à l'horizon 2050. Ils commencent actuellement à le réviser pour un horizon à plus long terme. Et puis le plan de gestion des inondations sur la Tamise en Angleterre est actuellement le deuxième grand exemple de ce type d'approche
développées et les tentatives sont aujourd'hui menées et les scientifiques se mettent en réseau aussi pour ça, pour promouvoir aussi ce type de démarche en France et pourquoi pas dans le cadre d'expérimentation, on y reviendra dans le cadre des propositions. Pour terminer sur ce grand principe de gestion adaptative, l'idée est de conjuguer, comme vous l'avez compris, une certaine stabilité des objectifs dans le temps, c'est-à-dire des objectifs d'adaptation et d'augmentation de la résilience des systèmes littoraux, tout en permettant une flexibilité des politiques publiques sur cet horizon de temps. Merci beaucoup, Nicolas et Gilles, des interventions liminaires. Alors, je me propose de passer la parole pour vraiment une intervention brève, si ça n'ennuie pas trop, à Stéphane Buchou. Je vous rappelle qu'il est député et qui a piloté un rapport parlementaire sur ce sujet, sachant qu'il aura l'occasion évidemment de reprendre la parole au cours de la discussion. Il y a déjà une première réaction sur le diagnostic et ses grands principes. Et ensuite, je vous donnerai la parole aux uns et aux autres. Je vous rappelle que pour prendre la parole, je vous demande de faire un tout petit message sur la messagerie et que je prendrai dans l'ordre de la messagerie. Voilà, Stéphane Buchou. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est bon, merci. Eh bien, bonjour, bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon, et puis surtout merci pour votre invitation, effectivement, sous une forme un peu inédite, un peu particulière, mais comme vous l'avez rappelé, qui est lié au contexte que nous vivons actuellement. Je ne veux pas effectivement monopoliser la parole et être trop long parce que vous l'avez aussi rappelé, l'objectif de ce temps d'échange, c'est effectivement un temps d'échange, c'est la co-construction et c'est le débat et donc pas la prise de parole unique. Simplement, effectivement, réagir à la note. D'abord, féliciter évidemment les auteurs parce elle est fournie, elle est détaillée et effectivement, elle amène des éléments supplémentaires de réflexion à une problématique et c'est ça la priorité et c'est ça, je pense, l'enjeu principal à ce que vous avez dit dans votre introduction, à savoir non pas forcément la nécessité de repenser, je crois que ça c'est d'ores et déjà mis en œuvre, mais la nécessité d'agir. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on agit et surtout quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on débute et quand est-ce qu'on démontre que, en particulier, les solutions fondées sur la nature, pour prendre cet exemple-là, fonctionnent. Et c'est toute la question. Alors, vous l'avez rappelé, et je vous en remercie, vous avez mené un travail parlementaire sur le sujet. J'aurais tendance à dire un de plus, parce qu'il y a déjà une littérature assez fournie, et donc que j'ai menée l'année dernière en allant à la rencontre de plus de 300 personnes, principalement des élus locaux et aussi des techniciens, dont certaines ou certains sont peut-être présents aujourd'hui, ce qui me permet, si c'est le cas, de les saluer et de les remercier encore une fois pour l'accueil qu'ils m'ont réservé pendant pendant cette mission. Dans ce rapport, je fais 15 propositions et comme je l'ai souvent dit, j'aurais pu en faire beaucoup plus. L'objectif, c'était vraiment qu'on puisse d'abord vérifier sur le terrain ce qui avait été fait, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État, mais les collectivités, évidemment, au plus près des problématiques, n'ont pas attendu l'État pour agir. Elles l'ont souvent fait pas forcément dans de bonnes conditions et ont très souvent, et c'est pas les interlocuteurs précédents qui me diront le contraire, peut-être aggraver les phénomènes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a nécessité effectivement de repenser, mais je crois que ça c'est déjà fait depuis quelques années, mais de voir comment est-ce qu'un certain nombre de propositions pouvaient voir le jour rapidement. Vous avez fait référence à la fois
à l'appel à projet qui est lancé par l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, en lien avec le CEREMA. Hein, il en est fait référence dans la note. Et puis, bien évidemment, au Conseil de défense écologique qui s'est tenu au mois de février, où un certain nombre de propositions ont été formulées. Alors, je dois vous dire que je considère que, eu égard à tout ce que l'on sait déjà, à tous les travaux qui ont déjà été menés, j'aurais souhaité, mais on aura certainement l'occasion d'en discuter tout à l'heure, qu'on aille un peu plus loin dans ce qui a été présenté et par le président de la République et par la ministre Elisabeth Borne. Je dirais que c'est une première étape. Alors pour celles et ceux qui suivent ça depuis très longtemps, je ne vais pas parler à leur place, mais j'imagine qu'on est encore loin de l'objectif. Mais c'est une première étape. Et avant, et je m'en arrêterai là dans un premier temps, mais avant qu'on ne soit frappé par le Covid-19, j'ai un lien très étroit avec le ministère pour effectivement aller plus loin que les annonces qui avaient été faites lors du Conseil de défense écologique et vraiment inscrire dans la loi un certain nombre de propositions pour doter les collectivités d'instruments juridiques et réglementaires qui doivent leur permettre d'agir et de mener des politiques publiques, comme ça a été rappelé par les deux personnes avant moi. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Élodie Martini-Cousti, notre deuxième grand témoin, je crois, on me dit, est arrivée. Et donc, je lui propose de lui donner aussi la parole. Bonjour. De vous donner, Élodie, la parole, 3-4 minutes, là aussi, pour une première réaction sur le diagnostic et les grands principes fixés par le texte. Et puis ensuite, je vous rappelle, vous vous inscrivez sur la boîte de dialogue pour intervenir. Voilà, Élodie, à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, je rappelle que, pardon, j'aurais dû vous présenter, excusez-moi, vous êtes donc membre du Conseil économique, social et environnemental et membre à France Nature Environnement. Je crois que vous pilotez le réseau Océan Mer Littoral. Voilà, donc vous êtes particulièrement adapté pour un débat comme ça. Oui, je vous remercie et je suis désolée. Si vous pouvez mettre votre vidéo, votre vidéo ne marche pas, d'accord. Non, ma vidéo est en panne. Je pense que c'est parce que j'ai téléchargé la nouvelle version de Zoom et il faut que je la retélécharge pour que ça marche. Donc, vous n'aurez que le son. Je suis désolée. Alors, je vous remercie de votre invitation. J'aurais aimé d'ailleurs travailler à vos travaux dès le départ, mais j'ai un emploi du temps de dingue. On est sollicité sur tout depuis très longtemps, mais ces dernières années, c'est encore pire qu'avant. Le monde associatif doit être partout et on nous réclame. Voilà. Donc, je ne serai là que comme grand témoin. J'ai lu votre rapport, votre travail, que je trouve admirable, tant il fait le point sur les différentes politiques publiques et je dirais leurs défauts de mise en œuvre et sur la nécessité d'aller plus loin. En clair, si je devais faire un parallèle avec la crise qu'on vit maintenant, on vit dans un pays qui n'est pas prêt à affronter les risques, qui ne développe pas la culture du risque et tout se fait sous le coup de l'émotion et de l'urgence avec des moyens qui sont forcément pas anticipés, pas préparés. On est sur des politiques qui sont toujours des politiques de court terme au lieu d'être des politiques de long terme. Et bien sûr, quelle que soit la place de chacun de nous dans la société, l'État doit tout faire. Or, on oublie que l'État, c'est d'abord les élus du plus haut niveau au niveau local, les services de la fonction publique d'État jusqu'à celle des collectivités, et puis aussi les citoyens, qu'ils soient libres et seuls ou réunis en association, en syndicats, voilà. Et là aussi, c'est pareil. On n'a pas du tout développé le sens de la valorisation de la responsabilité individuelle ou collective. Or, on vit dans un État qui a pourtant des textes fondateurs, la Constitution,
la charte de l'environnement, qui est une valeur constitutionnelle depuis 2005 dans cette constitution, et qui rappelle que on est en droit, on a le droit fondamental qui doit être, l'État doit nous garantir le droit fondamental de vivre dans un pays où on concilie les enjeux écologiques, économiques, sociaux, et que l'ensemble de la population et de l'État, je dirais, décideurs et des structures décideuses doivent nous assurer une vie où l'environnement est bien pris en compte et où la santé aussi est prise en compte. Donc c'est pareil pour l'environnement. La loi littorale, par exemple, de 1986, avait fondé des grands principes d'aménagement des littoraux. Et malheureusement, faute de culture du risque, mais aussi faute de culture tout court, c'est aussi un sujet qui n'est peut-être sans doute pas assez traité dans le rapport, mais qui mériterait de l'être à l'aune de cette crise sanitaire et de la façon dont on va devoir engager la relance. Chacun doit prendre sa part. Et les maires qui n'ont pas su ou pas compris que la loi littorale fondait des grands principes d'aménagement du littoral à partir de 1986, ensuite ont dû subir la jurisprudence que nous, monde associatif de protection de la nature et de l'environnement, on a été obligé de faire parce que cette loi était pas respectée, pas comprise, et du coup, les maires qui ont géré coup par coup les projets, au lieu de construire une planification et une répartition de l'aménagement de leur territoire avec une partie pour l'économie, une partie pour les espaces naturels et une partie pour les aménagements qui avaient un besoin immédiat de l'eau et de l'eau de mer, se retrouvent aujourd'hui malheureusement à demander en permanence des tricotages de cette loi. Et ça a été vrai aussi sous le mandat de monsieur Édouard Philippe, on l'a vu avec la loi Elan, et sous les 2 mandats précédents, sous les gouvernements de monsieur Hollande. Voilà, donc là aussi, je pense qu'on a besoin tous ensemble de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant collectivement? Parce qu'en effet, on les a les solutions, on les connaît. On le dit depuis des dizaines et des dizaines d'années. On a en effet des gens très intelligents qui réfléchissent à ça. On a les meilleurs géographes du monde avec nous. On a des politiques qui peuvent retrouver le courage. Excusez-moi de dire ça, mais quand je vois le projet du port de Bretignolles, c'est quelque chose qui m'hallucine. On a aussi beaucoup de scientifiques, notamment du GIEC et de l'IPBES, qui nous disent ce qui nous attend, et dans un très court terme, pas si long terme que ça. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve remarquable, c'est que vous ayez, à la Fabrique écologique, fait ce document, qui est un document de plus, mais avec des propositions qui peuvent devenir très concrètes, et que maintenant, on s'assoit, je dirais, tous autour d'une table pour décider de si une loi sur, je dirais, l'aménagement et la recomposition des territoires littoraux devait émerger, quels devraient en être les grands principes. Et je dis très sincèrement, parallèlement à ce travail qu'il faut faire, on est en train, nous, de travailler au comité France-Océan, donc avec toutes les ONG qui travaillent sur les enjeux littoraux, mer, océan, justement sur la relance écologique de nos modèles d'usage de la mer, des littoraux et des océans, qui ne peut plus perdurer comme on a fait jusqu'à présent. Donc c'est aussi l'occasion peut-être je dirais, de réinsérer dans ces lois des enjeux de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une catastrophe, c'est la solidarité nationale qui joue.
Or, avec ce qui est en train de se passer dans le monde économique de la mer, des littoraux, mais le monde économique plus largement, nous allons faire exploser notre modèle social, nous allons faire exploser notre modèle économique parce que nous n'aurons jamais assez d'argent pour engager tout ce que les gens qui prônent la politique du court terme veulent engager. Donc, il va falloir se serrer les coudes pour essayer de travailler à une échelle plus solidaire. Je ne pense pas à l'échelle des communes, mais même à l'échelle des communautés de communes et des SCOT, les schémas de cohérence territoriaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les communes, elles trouvent une forme de solidarité au sein de ces schémas. Ben, il faut que cette solidarité soit largement partagée et qu'on réfléchisse à cette échelle-là parce que y a des communes, si elles veulent relocaliser, elles n'ont déjà plus le foncier disponible. Voilà, c'est ce que je voulais dire en préambule et je vous remercie. Merci beaucoup, Élodie. Je vais passer la parole pour une première intervention à Elsa Richard, qui nous entend. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de prendre mes questions. En réalité, j'en ai deux. La première concernant du coup le plan Delta des Pays-Bas ou le plan de gestion des inondations qui ont été mentionnés sur la Tamise en Angleterre. Je voulais savoir si vous aviez des éléments un peu plus précis sur ce que la gestion adaptative en fait mise en place a pu apporter par rapport à une gestion peut-être plus conventionnelle des risques naturels, que ce soit en termes de moyens, en effet, les méthodes. On peut imaginer que les méthodes n'ont peut-être pas été les mêmes, les acteurs mobilisés, comme les outils ou les solutions qui ont été mis en place. Ou les résultats, même si c'est peut-être un peu tôt pour les observer. Et la deuxième question porte aussi sur cette gestion adaptative du littoral, de savoir dans quelle mesure, finalement, selon vous, cette gestion adaptative est compatible avec des pratiques écologiques. Ou pour le dire autrement, est-ce qu'une gestion adaptative est nécessairement associée à une vision écologique du littoral, ou est-ce qu'on peut envisager une gestion adaptative avec une vision à l'inverse peut-être très bétonnière, très défensive ou pro-technologique, par exemple, sur le littoral? Merci. Merci beaucoup. Alors, avant peut-être de passer la parole à Gilles ou Nicolas pour quelques éléments de réponse, peut-être y a-t-il maintenant d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur ce premier débat sur les principes. En effet, je pense que les questions sur la gestion adaptative méritent en effet discussion. Non, il n'y en a pas d'autres à ce stade. Donc peut-être Nicolas ou Gilles, puisque Nicolas, vous avez donné ces deux exemples, peut-être que vous pouvez un peu développer. Oui, alors sans rentrer trop dans le détail pour se laisser du temps sur les propositions qui sont faites dans le rapport appliquées au cas français. Alors, donc, simplement, il y a des retours d'expérience qui commencent à être effectivement disponibles, que ce soit sur l'un ou l'autre des deux cas que j'ai cités. Alors, on pourra effectivement partager les références scientifiques en la matière, mais étant, par exemple, ayant visité notamment les Pays-Bas pour mieux appréhender ce plan Delta, notamment, effectivement, comme je le disais aujourd'hui, donc le ministère de l'Eau et des Infrastructures du Pays-Bas qui pilote ce plan Delta commence déjà à avoir à la fois des retours d'expérience et un petit peu d'enseignement sur la façon dont ce plan en tout cas, ils savent aujourd'hui que ce plan ne pourra pas répondre aux dernières prévisions, par exemple, d'élévation du niveau de la mer établies par le GIEC ou des experts nationaux là-bas. Donc, alors, ils sont dans une logique effectivement assez technicienne pour mêler les deux questions, c'est-à-dire que effectivement, comme on le sait, la problématique des Pays-Bas, elle est à la conjonction d'inondations fluviales très importantes et de la problématique de l'élévation du niveau de la mer du fait de leur très faible altitude par rapport à ce niveau de la mer. Donc la conjonction des deux phénomènes fait qu'effectivement les 2/3 du pays seront sous l'eau d'ici quelques décennies. Donc ce plan Delta pose un certain nombre de grands principes, mais surtout modélise à terme des voies d'adaptation possibles.
quand je disais une logique assez technicienne, effectivement, l'idée est de refouler les eaux qui arrivent de l'amont pour pouvoir aussi se protéger de l'élévation du niveau de la mer, notamment lors des événements extrêmes. Donc, c'est un équilibre très précaire et toujours dynamique qui est à trouver pour leur situation. Et donc, voilà, donc, avec l'aide de l'expertise scientifique et technique dont il dispose, il modélise un petit peu la trajectoire de ce territoire sous les flots, on va dire, à l'échelle de quelques décennies, et commence à préparer justement la seconde version du plan Delta pour un horizon 2050-2100. Mais donc, la gestion adaptative, on pourrait croire que c'est une gestion par ajustement, par réaction, mais en fait, elle comprend vraiment, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi l'intégrer dans la note, une dimension anticipative très forte. Donc, voilà pour le cas des Pays-Bas. Pour le cas de la Tamise aussi, on a un retour d'expérience aussi sur la comparaison justement d'une gestion des risques un petit peu classique, comme on la trouve dans nos PPR actuellement, par exemple, et une gestion plus adaptable dans le temps, notamment qui révise plus régulièrement les cartographies du risque et les zonages et les mesures réglementaires. Et l'un des retours d'expérience, c'était qu'il y avait des points positifs et négatifs dans les deux cas. Un des points négatifs dans le cadre de la gestion adaptative, c'est-à-dire à réviser sans cesse les modalités de gestion des risques, c'était que justement les acteurs parties prenantes, les partenaires, parvenaient difficilement en fait, à établir une sorte de confiance envers les services qui révisaient ces procédures de gestion des risques, parce que en fait, ils les révisaient à la lumière des nouvelles connaissances disponibles. Mais comme je le disais, tout l'enjeu est de combiner cette adaptabilité des procédures d'action publique à une certaine stabilité aussi, à une certaine, finalement, on pourrait dire, une confiance institutionnelle pour donner un horizon commun aux différentes parties prenantes. Et c'est encore une fois cet équilibre qui n'est pas évident à tenir. Et voilà, il y a de la littérature scientifique qui fait un petit peu ce retour d'expérience pour le cas de la Tamise et plus généralement de la gestion des inondations en Angleterre et des inondations côtières en particulier. Alors, d'abord, je pense, moi, je prends la parole puisque personne pour le moment ne souhaite le faire. Est-ce que le mot adaptatif est vraiment le plus approprié? Parce que c'est vrai qu'on pourrait comprendre comme une stratégie adaptative, une stratégie qui s'adapte au fil des années aux évolutions, à l'accroissement du risque, etc. Alors que c'est absolument le contraire, c'est-à-dire c'est au contraire, on anticipe les risques futurs et on adapte progressivement la stratégie à cette anticipation. Ce sont deux idées un peu différentes, me semble-t-il, et donc peut-être qu'il y a nécessité, je trouve, de préciser un peu, en tout cas dans les esprits qui ne sont pas totalement informés, préciser un peu ce que ça veut dire. Et la deuxième question, moi je rejoins la question, une stratégie adaptative ne veut pas forcément dire de déboucher sur une stratégie écologique. Quelle est votre réaction à Gilles et à vous, Nicolas, sur cette idée ou cette question, en tout cas, qui me paraît importante? En fait, c'est pour ça qu'on a voulu faire ces deux grands principes. Si on avait pensé que l'un était inclus dans l'autre, alors on se serait sans doute contenté de la gestion adaptative qui engloberait avec elle la vision écologique. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça qu'on a bien voulu penser les deux ensemble, enfin, en tout cas préciser les deux principes de gestion l'un à côté de l'autre, puisque l'un n'implique pas l'autre. Et après, sur le vocabulaire, c'est vrai que je pense que Nicolas, tu connais mieux cette littérature que moi sur la gestion adaptative. Je pense que le terme adaptative, il souligne juste le fait que ce n'est pas une vision linéaire des politiques publiques, mais qu'il y a bien une capacité d'ajustement. Et c'est en ça que c'est cette sémantique-là qui est utilisée. Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose? Pour compléter, et puis peut-être prendre une autre question ou remarque que je viens de voir sur le forum. Effectivement, en fait, la gestion adaptative, elle est issue d'un courant des années 60-70 sur l'influence des systèmes écologiques. Donc, en fait, le vocable est peut-être
est peut-être celui qui est là, voilà, dans la littérature anglo-saxonne, c'est adaptive management. L'idée n'est pas effectivement de réagir au coup par coup dans l'urgence, justement, c'est vraiment d'intégrer cette dimension d'anticipation et de long terme, tout en introduisant effectivement, comme le disait Gilles, des principes de flexibilité de l'action publique. Donc c'est bien ce qui est compris dans la note. Et effectivement, pour reprendre une remarque qui est donnée dans le forum, un point important, c'est aussi de déterminer collectivement ce que nous sommes prêts à accepter ou à lâcher, pour le dire comme ça. Et donc, il y a notamment dans l'exemple du plan Delta, justement, une prise en compte du niveau d'acceptabilité des risques que l'on est prêt à prendre. C'est-à-dire que le plan Delta, il est effectivement conçu pour résister ou pour s'adapter jusqu'à une certaine ampleur des phénomènes et jusqu'à un certain degré de dommages et de protection, que ce soit des biens ou des personnes. Donc il y a effectivement bien cette idée dans la littérature sur la gestion adaptative de la concertation et de la co-construction des politiques publiques, c'est un aspect fort. Et une autre idée de la gestion adaptative qui donne lieu aussi à une proposition que l'on fait dans le rapport, c'est la question de l'expérimentation face aux incertitudes de type essai-erreur, mais ça j'y reviendrai plus tard durant l'atelier. Merci. Alors, je vois que c'est pas très animé comme discussion. Qu'est-ce qui veut intervenir à partir de là? Allez-y. J'ai fait un message. Oui, Dominique Estrande, oui, a la parole. Oui, voilà, je posais la question pour savoir, fondamentalement, votre idée dans la gestion adaptative, c'est de défendre les acquis ou c'est de procéder à un repli en bon ordre? Parce que de toute façon, l'écologie retrouvera, et la biodiversité retrouveront tout littoral, qui soit à 100 km en arrière ou pas. Il y aura un nouveau littoral et il y aura une biodiversité. Donc, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est les populations humaines qui sont là. Et alors, de deux choses l'une, où on essaie de préserver les situations acquises, enfin, les gens qui ont une propriété au bord de la mer veulent la garder, ah bon, ou bien on dit, bah non, vous la perdez, c'est comme ça, mais on va éviter que vous soyez noyés. Autrement dit, on évacue les populations, pas les biens, les populations, et ça rebat les cartes en termes d'inégalité, effectivement. Merci pour cette réaction. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions demandées? Je n'en vois pas. Oui. Si Oui. c'est Élodie Martini-Costi, moi je trouve ça très intéressant, la question de la gestion adaptative et de ce que vous avez noté dans votre rapport, c'est-à-dire que quand on a travaillé depuis, je dirais, quasiment 10 ans sur la gestion du trait de côte avec Madame Gau et Madame Berthelot, on a bien dit, c'est évident qu'il faut penser à la relocalisation des biens et des personnes. Mais que fait-on de la relocalisation de la biodiversité littorale qui est si riche et si précieuse? On sait, comme vient de le dire l'intervenant précédent, M. Ostland, que sur les territoires qui ont été peu artificialisés, la biodiversité risque de retrouver, en effet, aura sans doute une chance de retrouver des espaces naturels. Mais ce ne sera pas le cas partout. En Méditerranée, il y a quand même très très peu d'endroits où, à part peut-être la Camargue, et il y a très peu d'endroits qui sont restés naturels. Le taux d'urbanisation et d'artificialisation de certains territoires est absolument dingue. Et donc, il faudra en effet, pour que la biodiversité retrouve des espaces où elle puisse se déployer, déconstruire complètement. Donc, c'est vrai que je pense que c'est sans doute ce qu'il faut mettre dans le mot adaptatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'humain, il y a l'humain dans l'ensemble de la biodiversité, je dirais, et des espèces. Voilà, donc, mais je trouve que le mot adaptatif est sans doute un peu aujourd'hui galvaudé, parce que quand on parle de chasse, par exemple, on parle de chasse adaptative, de gestion des espèces adaptatives, et je pense que aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le temps de s'adapter. On est dans un esprit de reconquête.
Et c'est là où il va falloir être très ambitieux sur ce qu'on veut faire tous ensemble. Et ce que je remarque, et que vous avez parfaitement raison d'évoquer, c'est la question de l'acceptabilité sociale et sociétale de certaines mesures qui vont forcément faire très mal. Mais on a malheureusement attendu trop longtemps pour agir. Et donc aujourd'hui, j'ai peur qu'on soit obligé de passer par des mesures qui soient des mesures, dans certains endroits, quasiment radicales. Et on pourra pas permettre à tout le monde de se réinstaller là où ils avaient la chance d'être depuis plus de 50 ans. Et en même temps, on va avoir des reconquêtes et des exemples de reconquêtes absolument exceptionnels, comme on est en train de le faire avec le Conservatoire du Littoral, avec des projets type Adapto, et que font aussi les Anglais et d'autres territoires quand ils laissent faire la nature. Donc je pense qu'il faudra aussi se servir de ces retours d'expérience. Voilà. Et pour la question de la Hollande, les Pays-Bas, moi je trouve que c'est un exemple très intéressant, même si ça ne ressemble pas du tout à la France, parce que la plupart des Pays-Bas sont sous le niveau de la mer. C'est quand même pas notre cas, on a encore des territoires assez hauts. Mais ils ont été pionniers, donc ils nous offrent une forme d'exemple aussi de ce qu'ils ont fait, sachant que de toute façon, ils savent pertinemment qu'ils perdront à la fin et qu'ils devront vivre sur l'eau. Et c'est déjà ce type d'installation qu'ils sont en train d'imaginer, de vivre sur l'eau. Et puis même, ils feront partie des gens qui seront des réfugiés climatiques. Il y a beaucoup de gens des Pays-Bas qui investissent de l'autre côté de leurs frontières et qui vont sans doute être obligés de vivre ailleurs que dans leur propre pays. Donc cette question-là aussi de la migration climatique, elle doit prendre toute sa place dans le débat de la relocalisation. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Stéphane. Si jamais je vois qu'il n'y a pas de réaction supplémentaire, et si donc il n'y en a pas, nous passerons ensuite au deuxième point, c'est-à-dire les propositions. Stéphane. Le micro. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vous en prie. Oui, pardon. Oui, quelques petites réactions par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et on voit là qu'on commence à toucher du doigt, si je puis dire de manière très concrète, la difficulté à agir. Et Elodie Martini-Cousty l'a dit, il y a certainement des endroits où ça va faire très mal, parce qu'il va falloir prendre des décisions radicales, vraisemblablement, on peut le dire. Un élément qui est sous-jacent de toutes les interventions qui m'ont précédé, mais qui n'a pas été dit, c'est que nos territoires littoraux, je mets de côté, si je puis dire, l'expression n'est pas tellement bien choisie, mais les territoires ultramarins dans un premier temps, mais les territoires littoraux métropolitains sont parmi les territoires les plus attractifs de notre pays. Et lorsqu'Élodie parle, et elle a raison de le dire et de le souligner, de la responsabilité individuelle et de la culture du risque, moi je constate à la petite échelle de mon département vendéen, le nombre de personnes qui envisagent de venir finir leur jour, si je puis dire, en tous les cas passer une paisible retraite dans le département, ils n'envisagent pas de venir le faire, si vous connaissez le département, du côté des Herbiers ou de Fontenay-le-Comte. C'est principalement sur le littoral qu'ils veulent le faire. Et cette solidarité littorale, rétro-littorale, elle est essentielle. Mais aujourd'hui, le niveau d'acceptabilité de la population, à la fois sur effectivement le fait que lorsque l'on vient sur le littoral, potentiellement, le bien est soumis à l'érosion côtière, n'est absolument pas ou quasiment pas intégré, sans faire de mauvais jeu de mots. Et le fait qu'il puisse y avoir cette solidarité littorale, rétro-littorale, qui consiste à dire qu'on va figer des secteurs menacés et qu'on va reculer, pour dire le terme. Quand vous interrogez celles et ceux qui veulent venir s'installer, il suffit de voir leur réaction pour considérer qu'aujourd'hui, il y a un gros boulot, pour le dire de manière
très trivial d'acculturation à ce phénomène. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que c'est en plus démultiplié par le fait qu'on parle toujours de l'horizon 2100. Et moi, je pense que le fait de parler de l'horizon 2100, alors certes, ça donne une perspective et ça laisse aussi un pas de temps pour agir, mais néanmoins, pour celles et ceux qui habitent sur nos territoires et qui, sans leur faire offense, sont des personnes qui ont déjà un certain âge, quand vous leur dites que leur bien est menacé à horizon de 70 ou 80 ans, je peux vous assurer qu'ils n'ont absolument pas envie d'agir, même s'ils ont des enfants et des petits-enfants. Après moi, la fin du monde. Enfin, je suis désolé, hein, je rentre dans des choses très, très concrètes, mais c'est du vécu. Enfin, on a un exemple sur ma circonscription au Château d'Olonne, enfin maintenant les Sables d'Olonne, puisque la ville a été fusionnée, où il y a un gros travail avec le Conservatoire du littoral, avec un projet de dévoiement de route littorale qui a été mise aux voix par un référendum local. Alors après, on peut discuter de la manière dont s'est passé le référendum, mais au-delà de ça, 80% des votants ont voté en faveur du maintien de la route, dont on sait de toute façon qu'elle est vouée à disparaître. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Et effectivement, moi je pense qu'il faudra en passer par des mesures coercitives. On n'aura pas le choix parce que et on le voit. Enfin, on en a aussi. On en a l'illustration. Moi j'en ai eu l'illustration ce week-end, pas très loin de chez moi. Si on fait un petit parallèle, il me permettrait de faire un parallèle peut-être un peu osé, mais on est entre nous. Sur la crise que nous sommes en train de traverser. Je peux vous assurer que vous pouviez venir, pour ceux qui connaissent, à Saint-Jean-de-Mont ou à Noirmoutier, dans ce qu'on appelle la rue piétonne. Les rues étaient bondées. Les gestes, enfin les règles de distanciation physique, et je suis le premier à le déplorer, malgré tous les rappels, malgré tout ce que l'on veut, n'ont pas été respectées. Très peu de personnes avaient des masques. Donc, cette compréhension, cette responsabilité individuelle, je pense que si à un moment on n'est pas capable de la respecter, et moi je suis très réservé là-dessus, enfin, j'en ai encore une fois, je le répète, mais eu la triste illustration ce week-end, même si sur les plages, parce que les espaces sont plus vastes, effectivement, les règles étaient respectées, mais je ne suis pas sûr, et je partage ça avec Élodie Martinique aussi, je ne suis pas sûr que si on ne passe pas par des mesures, des mesures très coercitives, d'interdiction de territoires où on ne bâtira plus, où on ne fera plus rien, on aura toujours, de génération en génération, des personnes, et c'est bien normal et c'est bien légitime parce que c'est quand même très sympathique de vivre au bord de l'océan, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On aura toujours des gens qui, malgré le risque, souhaiteront venir s'y installer. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, je vois plusieurs interventions, mais je pense que le plus simple, ce serait que Gilles et Nicolas présentent maintenant tout de suite les 3 propositions, mais vraiment en étant extrêmement bref. Hein. Je vous demande vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Et ensuite, je passe la parole successivement à Laurence Huguel, à Régis Morvan, à Estelle Rouault et à Olivier Longeon. Voilà. Donc, mais vraiment, soyez bref si ça ne vous ennuie pas dans la présentation, sachant que les gens que ça intéresse ont déjà lu la note et lu la synthèse, et donc ça savent à peu près de quoi nous parlons. Gilles, peut-être d'abord, ou Nicolas? Oui, alors je vais commencer puisqu'on a 3 propositions à présenter. Donc, je vais présenter la première partie de la première recommandation, puis je laisserai la parole à Nicolas et je reprendrai la parole pour la 3e recommandation. Donc, notre première recommandation consiste à développer de nouveaux partenariats entre l'État et la collectivité. Et dans un premier temps, de réaffirmer l'engagement de l'État dans la prévention du risque, et notamment du risque d'érosion côtière.
Donc, on vient un peu d'en parler, la non-aggravation du risque à travers la prévention est un élément central de toute politique d'adaptation. Cela signifie d'arrêter les constructions dans certaines zones à risque, ou en tout cas de manière classique et de façon pérenne. Et on en a parlé également, il est d'autant plus important de réglementer l'urbanisme littoral que les prévisions démographiques annoncent une installation de plusieurs millions de nouveaux résidents sur les littoraux dans les décennies à venir. Or, l'outil que l'État a à sa disposition pour réglementer l'urbanisme en fonction des risques naturels, c'est le plan de prévention des risques. Et sur les littoraux, la situation est complexe, donc je la rappelle vraiment très brièvement. Xynthia a révélé les carences du territoire en termes de réglementation de l'urbanisme. Et donc, dès 2010, l'État a annoncé 300 plans de prévention des risques prioritaires. Mais 10 ans après, seulement 60% de ces plans de prévention des risques ont été approuvés, alors que le délai réglementaire est de 3 ans. Et plusieurs raisons expliquent ce retard. Une raison majeure, c'est les conflits entre les collectivités et l'État, ou entre des collectifs d'habitants et l'État sur les plans de prévention des risques, et plusieurs d'entre eux ont été attaqués en justice. Et donc, on prend en compte cette réalité dans la deuxième partie de notre proposition. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est ce qu'on constate en tout cas, c'est le désengagement de l'État sur cette question de la réglementation de l'urbanisme, et notamment sur l'érosion côtière. Alors pourquoi ? Il y a sans doute une vision politique qui explique ça en partie, mais également parce que on l'a vu, c'est difficile et coûteux pour l'État de réglementer l'urbanisme à cause du délai et des nombreux conflits. Or, comme parallèlement, l'État, a priori, ne compte pas financer la relocalisation de long terme, ni les situations d'urgence de court terme, alors qu'il le fait pour les risques d'inondation et les submersions à travers les PAPI, par exemple, il lui est donc difficile d'imposer l'élaboration des plans de prévention des risques sans incitation financière par ailleurs. Pourtant, étant donné l'ampleur des enjeux, il nous semble indispensable que l'État continue de jouer son rôle et de réglementer l'urbanisme sur le littoral. Sinon, ça voudrait dire qu'on laisse aux seules collectivités la possibilité de réglementer, et elles ne sont pas toujours ni en position, et elles n'ont pas toujours le désir de le faire, et elles privilégieront sans doute pour une partie d'entre elles le développement économique de leur commune. Voilà, donc la première partie de notre réglementation consiste à réaffirmer la nécessité pour l'État de poursuivre et de renforcer l'élaboration des plans de prévention des risques, y compris sur le risque érosion, et en y mettant les moyens humains au niveau des services de l'État. En revanche, c'est vrai que si on continue l'élaboration de ces plans de prévention des risques comme avant, on risque de rencontrer les mêmes difficultés. C'est pourquoi nous estimons qu'il est nécessaire de renforcer le dialogue entre l'État et les collectivités sur ces enjeux. Et voilà, et je laisse donc Nicolas présenter la suite de cette recommandation. En effet, donc au-delà du réglementaire, l'idée est de finalement restaurer une sorte de contrat de confiance entre l'État et les collectivités, notamment dans les situations les plus conflictuelles. Et pour ceci, cette proposition peut paraître certainement simpliste, mais en y réfléchissant bien, l'idée d'élaborer des chartes co-construites entre l'État et les collectivités en matière de planification et d'aménagement du littoral donc est inscrite dans la note. On pense notamment, pour des exemples qui ont déjà été faits par le passé, à la charte des espaces côtiers bretons, notamment pour la mise en place de la fameuse gestion intégrée des zones côtières dans le début des années 2000. Donc, après une véritable concertation entre les collectivités et l'État pour s'entendre en fait sur, et ça c'est le maître mot de ce principe, sur une vision commune en fait de l'aménagement du littoral à long terme. C'est-à-dire que dans une démarche à la fois d'anticiper et de se concerter sur l'aménagement littoral à long terme, l'idée de charte ou d'autres éléments qui ne seraient pas de l'ordre du réglementaire, mais qui permettraient justement de restaurer ce contrat de confiance entre l'État et les collectivités. On pense aussi à la charte des PNR, par exemple, qui est révisable dans le temps, mais qui permet de stabiliser justement cette vision commune. Et il y aurait bien d'autres exemples à donner. On peut aussi se rappeler des guides de bonne pratique ou des doctrines de la part des services de l'État dans l'application de la loi littorale. L'idée étant de reclarifier le positionnement de l'État
que regrette un certain nombre, enfin, dont le manque ou l'absence est regretté par un certain nombre de collectivités et d'élus locaux. Donc voilà un petit peu pour aller au-delà de l'ordre du réglementaire, l'idée de restaurer la confiance là où une vision commune de long terme est nécessaire, afin de prémunir aussi des risques de conflit a posteriori et au cas par cas. En attendant ces nouveaux partenariats entre l'État et les collectivités, il y a déjà des outils existants et dont même certains sont issus de la loi littorale, donc de 86, et qui ne sont que faiblement appliqués aujourd'hui par les édiles locaux. Donc on pense notamment, alors on cite 2 articles du Code de l'urbanisme, mais qui sont effectivement des outils à disposition qui nécessitent certainement des aménagements d'ordre juridique ou réglementaire. Donc là, en particulier, l'article R111.2 du Code de l'urbanisme, qui permet aux maires de prendre en compte les risques naturels dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'en est un. Et également l'article 121.19 du Code de l'urbanisme, qui lui résulte effectivement de la loi littorale et qui permet justement au PLU de porter la fameuse bande des 100 mètres à plus de 100 mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. Et ça, c'est un texte qui vient de la loi littorale de 86. Donc, on avait aussi, et on a ces outils à disposition, dont certains se sont inspirés. On reviendra sur la zone UBL qui a par exemple été mise en place sur la commune de Lacanau, donc une zone d'urbanisation littorale qui permet des constructions réversibles et temporaires. Entre le réglementaire et entre ces chartes, il peut y avoir aussi la poursuite et conférer un statut d'opposabilité aux stratégies locales de gestion du risque d'érosion côtière ou des risques littoraux en général, pour avoir cette cohérence recherchée entre les phénomènes d'érosion et de submersion marine. On cite dans la note donc l'exemple des stratégies locales de gestion de la bande côtière qui sont mises en œuvre en Nouvelle-Aquitaine depuis un certain nombre d'années et qui permettent justement de co-construire aussi avec tous les acteurs publics cette vision partagée de la gestion du risque et de l'aménagement futur du littoral. Donc c'est un petit peu le parallèle des stratégies locales de gestion des risques inondations qui, elles, sont mises en œuvre et opposables dans le cadre de la directive inondation. Et donc l'idée est de donner ce statut d'opposabilité aux stratégies locales de gestion de la bande côtière qui prennent en compte, là où cela est nécessaire, les 2 phénomènes combinés dans une optique de vision intégrée des risques littoraux. Se poserait la question de savoir si cette opposabilité des stratégies de gestion est un gage de stabilité à des horizons de long terme, l'idée étant que ces stratégies peuvent dépasser les mandats électoraux finalement et permettre ces politiques de long terme. Voilà, pour aller vite là-dessus, mais leur donner une existence juridique permettrait qu'elles s'imposent en fait à tous les acteurs publics ou privés, parce qu'actuellement, ces stratégies locales de gestion de la bande côtière en Nouvelle-Aquitaine peuvent être remises en cause dans leurs principes ou peuvent être contournées le jour où un projet privé ou même un projet d'infrastructure publique entre en opposition avec ces principes. Donc, leur donner un vrai statut d'opposabilité. Je vais passer à la 2e recommandation qui consiste à développer l'expérimentation pour faciliter ces projets de relocalisation des biens et des activités. Alors, pour l'expérimentation, comme je le disais tout à l'heure, est intégrée dans... Je ne vous entends pas, Monsieur Guibert, si c'est à moi que vous vous adressez. Alors, je continue. Donc, sur cette recommandation de l'expérimentation, en fait, la question de l'expérimentation, elle a été mise en avant depuis plusieurs années sur nos problématiques d'adaptation des littoraux. J'y fais très rapidement référence. Donc, dans l'appel à projet qu'avait lancé le ministère de l'Écologie en 2012, cet appel à projet visait à expérimenter la relocalisation des biens et des activités par des démarches pilotes, expérimentales et innovantes. Donc, c'était davantage des études de faisabilité et pas des projets in situ, mais on pourrait pousser l'idée plus loin désormais, et on va y revenir tout de suite après. D'autres exemples, le projet Life Adapto, effectivement, porté par le Conservatoire du Littoral, il a été mentionné et il relève effectivement de ces expérimentations de terrain, là pour tester vraiment in situ des méthodes de gestion souple du trait de côte, mais sans faire référence forcément
au cadre expérimental qui est offert par le droit aujourd'hui constitutionnel en France. Le rapport qu'a remis effectivement Stéphanie à la fin de l'année 2019 propose aussi d'envisager à titre expérimental sur les 10 premières années de projet dit LITO 21 des modalités d'application des principes de continuité d'urbanisation par rapport aux villages et hameaux existants au titre de la loi littorale. Et enfin, par exemple, l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, a reporté également dans la motion de ces dernières journées d'études le droit à recourir à l'expérimentation pour des aménagements adaptés aux réalités et spécificités locales, notamment dans les territoires ultramarins, en précisant que cette expérimentation s'effectuerait dans le respect de la loi littorale. Et donc à ça, on doit tout de suite, à ce principe d'expérimentation, émettre deux précautions qui sont clairement explicitées dans la note. D'une part, quelles que soient les dispositions qui pourraient faire l'objet d'expérimentation dans le domaine, des garde-fous seront absolument nécessaires pour éviter que des projets ou des mesures expérimentales soient contraires à l'objectif recherché. Et donc là, on rappelle effectivement des initiatives politiques, parlementaires qui ont cherché par le passé à introduire des dérogations à la loi littorale. Et donc ces garde-fous seront absolument nécessaires à encadrer les expérimentations futures. Et d'autre part, deuxième précaution à prendre, et là on rejoint un petit peu un récent rapport du Conseil d'État sur la question de l'expérimentation des politiques publiques, c'est que toute expérimentation doit faire l'objet d'un accompagnement des collectivités, aussi bien sur la rigueur méthodologique de ces expérimentations que sur le suivi et l'évaluation des résultats qui seront à même de savoir s'il y a lieu de passer de l'expérimentation, du stade expérimental, à des mesures plus pérennes pour les territoires concernés. Et donc ceci ferait l'objet d'un accompagnement par le ministère de l'écologie dans ses différents champs de compétences, que ce soit sur les questions d'environnement littoral, d'aménagement du territoire ou de gestion des risques, mais aussi des institutions qui sont en mesure aujourd'hui d'accompagner les collectivités en termes de portage institutionnel et financier. On pense à la Banque des territoires ou à des compagnies d'assurance. Et là, il y a un vrai chantier à investir. Donc le groupe propose dans la note différents dispositifs qui pourraient faire l'objet d'expérimentation. Je ne vais pas aller rentrer dans le détail. Le premier axe concerne… Nicolas, peut-être vous pouvez conclure là-dessus sur le deuxième axe. Sans ça, on va passer toute la réunion à présenter les axes. Et peut-être Gilles peut présenter le troisième, si ça ne vous ennuie pas trop. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, les deux axes qui sont proposés pour investir des expérimentations, l'une concerne la réglementation de l'urbanisme, en rappelant notamment la question des ZART, donc des zones d'activité résilientes et temporaires. Un exemple est donné sur les territoires d'outre-mer. Et le deuxième axe concerne des mesures en faveur de la relocalisation des biens et des activités. Et je m'arrêterai là pour Merci beaucoup. Gilles, sur la troisième proposition, rapidement. Oui, alors très rapidement, en 2 minutes, sur la troisième proposition qui concerne le financement de l'adaptation. Je vais peut-être surtout parler En fait, on a distingué deux besoins de financement, le besoin de court terme et le besoin au moment des questions. Venir et en fait, c'est surtout qu'on essaie de compléter ce qui a déjà été proposé. Donc, comme sur le long terme, il y a des propositions relativement intéressantes dans le débat. Enfin, voilà, moi, je préfère mettre l'accent en tout cas sur le besoin de court terme. Et montre le recul du trait de côte n'est pas systématiquement graduel et anticipable. Il peut également être brutal et imprévisible. C'est encore ce que l'on a vu cet hiver avec la tempête Ciara, qui a créé le recul du trait de côte de manière considérable. C'est ce qu'on avait vu aussi en 2013 en Nouvelle. On ne t'entend plus, Gilles. On ne t'entend plus. Or, alors, vous ne m'entendez plus. Eh bien, je ne sais pas quoi faire. Je suis branchée. C'est bon. C'est revenu. D'accord. Bon, je continue alors. Oui. Donc, on ne peut plus, aujourd'hui, après la crise sanitaire traversée, être dans le déni de l'existence de situations d'urgence imprévues. Les situations d'urgence deviennent dramatiques. Les dispositifs pour les gérer sont soit inexistants, les victimes d'un recul
uniquement brutal du trait de côte à l'aide du fonds Barnier, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Cependant, il est nécessaire, selon nous, de moduler le montant des indemnisations. Sinon, étant donné les valeurs très élevées des biens sur littoral, le fonds Barnier pourrait être épuisé rapidement. Et donc, à l'aune du second principe que nous avons mis en avant en première partie, à savoir la prise en compte des inégalités, selon nous, il est nécessaire de faire varier le montant des indemnisations en fonction de l'économie. Voilà. Et plusieurs enquêtes de terrain ont été déjà réalisées sur le sujet. Et Hélène Révalet pilotait plusieurs d'entre elles, fait partie de notre travail. Et donc, c'est et le statut de la résidence, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire. Et puis, on peut également moduler les indemnisations en fonction d'autres critères, tels que le revenu, par exemple. L'idée, c'est de prendre en compte la vulnérabilité sociale des personnes dans les critères d'indemnisation plutôt que la valeur du bien. Et rappelons qu'il existe aujourd'hui une opportunité politique de réformer équitablement le fonds Barnier, puisque la sénatrice Nicole Bonnefoy a déposé en janvier une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Et enfin, un tout petit élément, sur ces aspects-là, le fonds Barnier reste sous-utilisé au point que l'État a ponctionné près de 200 millions d'euros pour le mettre au budget général entre 2016 et 2018. Voilà, donc il y a une opportunité de réformer judicieusement et de manière équitable le fonds Barnier sur ces aspects-là. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je vous passe la parole successivement. D'abord, Laurence Huguel, ensuite Régis Morvan, ensuite Estelle Rouault, et ensuite Olivier Laujon et Vanessa Laubin. Voilà, on y va. Oui, merci. Donc, les aménagements de ronde sur la Bretagne. Moi, j'avais donc des remarques. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur les pressions sur le littoral qui sont extrêmement fortes. On le sent bien, monsieur le député l'a d'ailleurs très justement rappelé, ce qui nous amène nous à constater des engagements qui sont non respectés, y compris dans les chartes de PNR, par exemple. Donc l'affichage politique est effectivement très vert, les concrétisations ne le sont pas du tout, et d'autre part, nous ne disposons pas d'indicateurs incontestables dans un délai raisonnable, par exemple 6 ans. Donc ces trois indicateurs-là m'amènent à la question suivante. Aujourd'hui, il existe des systèmes de gestion et de contre-pouvoir dans un certain nombre d'institutions comme les ministères, voire dans toutes les grandes entreprises, qui mettent en place des comités des risques, voire des fois appelés comités d'audit, qui sont chargés de façon indépendante donc des dirigeants de mesurer la nature des risques et d'avoir un panorama des risques basé sur la responsabilité d'une part, évidemment les contrôles, et notamment le contrôle interne ou le contrôle de conformité pour ce qui est de l'urbanisme, et la communication est faite donc de ces résultats d'analyse en fait, mais de façon indépendante. Est-ce que ce sujet-là, qui concerne la gouvernance des politiques publiques, notamment au niveau local, a été approché, sachant que par ailleurs, dans les risques, il faut bien prendre en compte, et vous l'avez tout à fait bien dit, la biodiversité qui fait partie du patrimoine commun et pas uniquement les gens qui habitent sur le littoral. Voilà, c'était le sens de la... Merci Laurence. Régis Morvan. Il est là. Régis Morvan. Oui, merci pour déjà bravo pour tout le travail réalisé et pour les présentations. Moi, je suis chargé de mission de mer littoral et prospective à la DREAL Occitanie. Et en fait, c'est peut-être probablement beaucoup trop tôt, mais j'aurais souhaité comprendre en gros quels étaient finalement, suite au travail qui avait été réalisé par monsieur le député Stéphane Buchou, déjà les premiers retours qu'il avait eu de terrain finalement quand il a réalisé ses propositions. Et aujourd'hui, c'est probablement trop tôt, mais est-ce qu'il ressent finalement un allant des élus peut-être plus impliqués, qui ont davantage envie
et des services de l'État aussi, évidemment, qui ont davantage envie d'anticiper, de travailler sur ces notions de prévention des risques. Comme vous l'avez déjà dit, avec un fonds Barnier qui est effectivement sous-utilisé. Donc, il y a peut-être des possibilités, des nouvelles préconisations aussi avec un fonds qui serait dédié donc, dans l'ITO 21 pour justement réaliser des opérations d'aménagement spécifiques. Et finalement, moi, je vous rejoins sur cette idée de coercition. Vous avez parlé finalement, suite à la crise sanitaire du Covid, des populations par chez vous qui se promenaient sans forcément prendre toutes les distanciations sociales et gestes barrières. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être du positif à tirer dans cette crise sanitaire. Là, on le voit aujourd'hui. Je l'ai vu dans d'autres visioconférences, finalement, où avec cette digitalisation et cette notion aussi de télétravail, où finalement, il y a 4 ou 5 mois avant, dans la fonction publique notamment, c'était un jour maximum de télétravail souvent, et c'était un peu la règle. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut travailler différemment et qu'il y a des opportunités à saisir. Et finalement, on a avancé dans la prise de conscience, et peut-être pas suffisamment. Donc voilà, donc c'est ces questions en gros de ressenti, comment on peut finalement être facteur d'impulsion et de dynamique. Merci beaucoup Régis. Estelle Rouault. Oui, bonjour, merci à tous. Alors moi, vraiment, je me demandais simplement au niveau de la question de la résilience et comment on peut mesurer les progrès vers la résilience. Donc moi, j'ai rencontré plusieurs acteurs aussi publics sur la côte, plus dans le contexte de la submersion marine que de l'érosion côtière. Donc je suis un peu moins familière avec cette question de l'érosion côtière, mais plusieurs personnes se demandent vraiment sur comment ils peuvent savoir si ce qu'ils font va dans le bon sens en fait vers plus de résilience et comment on peut justement les aider, les aiguiller dans leur démarche au niveau de rendre leur territoire plus résilient. Donc, je pense que ça sort peut-être un peu de ce que vous avez fait, mais je me demandais si vous aviez un peu abordé cette question-là, ou vous avez un peu regardé cette idée je dirais pas d'indicateur, mais vraiment de mesurer, d'aider les acteurs publics sur le terrain à savoir si ce qu'ils font dans le bon sens, dans une démarche vraiment de résilience long terme que vous avez parlé précédemment. Un mot peut-être. C'est vraiment une histoire de résilience au niveau des résultats, parce que de ce que j'ai pu voir, évidemment, il y a beaucoup de mesures au niveau des moyens qui sont mis en place, mais au niveau des résultats, voilà, que vous avez regardé ces questions-là. Merci. Merci. Avant de passer à Olivier, un mot sur cette histoire de résilience, parce que pour nous, à la Fabrique écologique, on est en train beaucoup de réfléchir là-dessus, et dans le dossier Covid qu'on va sortir, y compris sur la résilience territoriale, il y aura toute une série de choses. Et donc, en effet, ça nous paraît une idée importante qui dépasse d'ailleurs assez largement les questions de littoral, voire même d'adaptation au changement climatique. Hein, mais il me semble que c'est une problématique très nouvelle, enfin, pas nouvelle dans son principe, mais dans ses modalités, en tout cas, qui doit entraîner beaucoup de changements dans ses modalités d'application. Olivier Longeon. Effectivement, merci. Oui, je fais partie de l'association de défense du littoral dans la région varoise, donc du Var en Provence. Et je voulais spécifier par rapport à ce qui est dit ma très très grande inquiétude. Je suis ces dossiers depuis les années 80. La loi littorale a eu son efficacité au moins pour stopper la construction dans les zones naturelles. Maintenant, on a un problème, moi je dirais, dans le Var et la Provence, on a ce qu'on appelle les coups de mer, c'est-à-dire les grosses tempêtes d'hiver. Quand on en avait une tous les 10 ans très très forte, maintenant on en a 10 par an. Dont une très très forte au milieu. Cet hiver a été véritablement spectaculaire. Moi, je fais un calcul où je dis chaque année, les communes investissent entre 1 et 5 millions d'euros à refaire une route, une plage, une digue, sauf qu'on refait sur un terrain qui a été ébranlé. Donc, chaque coup de mer est de plus en plus fort et de plus en plus violent et emporte de plus en plus de choses. Et on fait comme si de rien n'était. On peut dire qu'il y a eu toutes les lois, etc. Mais quelque part, on laisse les gens juste derrière ce trait de côte, qui est très très fin quand on est sur la côte méditerranéenne. Et d'après moi, on est devant un risque énorme. Presque, alors on sait ce qui s'est passé en Vendée, mais on est sur un très très gros risque sur la côte méditerranéenne. Et pour l'instant, je trouve qu'on n'a aucun dispositif qui permette d'allumer les voyants au rouge pour les autorités existantes, qui les allument assez fortement. Et on voit les mairies sans arrêt reconstruire. On devrait déjà être en train de racheter la bande des 100 mètres derrière la plage
voire même plus, et démolir. Et on en est très, 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 très loin. Et je suis très inquiet, je ne vois pas arriver dans la loi un dispositif qui prenne en compte ce risque potentiel qu'on a tous les étés dorénavant. Et je pense que sur les Alpes-Maritimes, on a à peu près le même risque. Sur une partie des Bouches-du-Rhône, après, quand on est sur la côte languedocienne, on a un petit peu plus de marge et puis on n'a pas les mêmes reliefs. Mais on prend vraiment des risques. Je ne sais pas comment le dire autrement. Excusez-moi, j'ai été long. Merci Olivier. Je crois que cette préoccupation est partagée par le groupe de travail. Mais merci beaucoup. Vanessa Lobin. Oui, bonjour à tous. Et déjà, merci beaucoup pour l'organisation de cette vidéoconférence et pour la note. C'est vraiment passionnant. Alors, moi, j'ai plutôt un prisme pays en développement, et en particulier Afrique de l'Ouest. Et on n'a pas du tout la même réponse à des problématiques locales de gestion du risque, dans la mesure où l'État est extrêmement faible. Et les services déconcentrés sont très, très, très peu présents. Donc, il faut forcément définir le niveau d'acceptabilité du risque de façon collective. Et voilà, une fois qu'il est défini, une fois qu'il est accepté, on ne va pas pouvoir aller taper sur le maire ou sur tel édile parce qu'on le connaît, ce risque-là, puisqu'on a été informé. Et donc, du coup, je suis forcément toujours un petit peu gênée dans cette vision très descendante, en fait, de la gestion du risque. Et je reprenais l'exemple de monsieur Buchou sur le résultat du référendum par rapport à cette route qui est en Vendée. Si 90% de la population valide le fait de maintenir l'utilisation de cette route-là, ça paraît quand même assez... Donc on leur pose la question, on décide de collectivement se poser cette question-là, de se concerter, mais en fait, on n'accepte pas la réponse à ce référendum. Donc, il y a pour moi une contradiction en fait dans le débat. Est-ce que si on fait vraiment de la concertation et qu'on définit l'acceptabilité du niveau de risque, dans ce cas-là, il y a des mesures qui vont avec, notamment en termes d'assurance, de prise en charge des coûts de reconstruction, des dommages X ou Y. Voilà, bon, c'est plus une réflexion qui est liée, moi, à mon prisme où l'État est beaucoup plus faible. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, j'ai PMCO OCA qui va nous éclairer sur qui il ou elle est. Je ne sais pas si c'est reconnu. PMCO OCA? Non? Il a fait un message. Je passerai la parole aux grands témoins ensuite. Anaïs Lefranc, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Oui, je vous donne la parole. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à ce que j'avais indiqué, mais c'est vrai qu'il me semblait que par rapport à ce qui était indiqué par les co-rédacteurs de la note sur finalement l'importance de favoriser un dialogue à la fois entre les collectivités locales à différentes échelles et avec l'État, qu'il soit au niveau national ou déconcentré. Il me semble que le GIP littoral aquitain pouvait finalement être peut-être un exemple intéressant à aller voir de plus près sur justement la manière dont depuis plusieurs décennies finalement des collectivités et de l'État ont cherché à finalement se mettre d'accord sur des grands principes d'aménagement du territoire qui puissent à la fois prendre en compte des enjeux de développement démographique qui est quand même très fort sur le littoral aquitain, mais aussi d'une volonté des acteurs de poursuivre un certain développement économique avec la prise en compte des enjeux écologiques, que ce soit en termes de risque d'ailleurs ou de protection de la biodiversité. Et donc, voilà, je me disais que peut-être que c'était un cas qui pouvait être regardé de plus près sur ce qu'il peut nous enseigner, à la fois sur ce qui fonctionne bien et peut-être aussi sur les limites de la démarche. Mais peut-être que monsieur le député peut aussi apporter des éclairages sur le sujet, si jamais il a été un peu associé au travail de ce GIP qui a l'intérêt, selon moi, d'associer en fait
des travaux de prospective qui essaient de projeter des évolutions du territoire selon différents scénarios avec des enjeux très concrets de prise en compte de ces scénarios dans des documents de planification ou des projets de territoire, en particulier pour les territoires littoraux, les communes littorales et rétro-littorales. Merci beaucoup. Alors, question intéressante de Anne Duchamp. Je ne sais pas si elle est là. Anne Duchamp. Non? Alors, si elle n'est pas là, Félix Bève. Oui, bonjour. Non, la question était assez simple, c'était pour savoir si vous aviez, pendant l'étude, rencontré des cas de collectivités locales qui avaient commencé à se saisir de la question des inégalités et des vulnérabilités sociales dans leur stratégie d'adaptation, au-delà des solutions qui, elles, sont pensées à l'échelle nationale et qui prennent surtout en compte l'indemnisation face aux risques ou aux périls imminents. Voilà, donc savoir finalement comment les collectivités locales peuvent se saisir de ce grand principe-là. Merci beaucoup. Alors, je crois que PMC Océan nous est revenu. Donc, je lui passe la parole si nous entend avec son micro ouvert. Est-ce qu'il est là? Non, manifestement, on n'a pas de chance. Alors, je pense qu'on a à peu près épuisé les remarques. Peut-être, non, Alistair Brockbank. Pas besoin de prendre la parole. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on demande à nos deux grands témoins de dire un mot. Ils ont été interpellés sur d'autres sujets. Si on a un peu de temps, je redonnerai la parole à deux ou trois d'entre vous. Et puis, nos deux présidents de groupe de travail concluront. Voilà, commençons par peut-être Stéphane, en lui demandant à nouveau d'être, ce qu'il fait très bien jusqu'à présent d'ailleurs, d'être relativement court dans ses interventions. Stéphane Buchou. Oui, très bien. Ouais, d'autant plus que je peux encore rester un peu, mais j'ai une autre visio qui a commencé. Oui, juste peut-être un mot sur le référendum dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, je viens de voir la précision d'Élodie Martinique-Poussy qui a raison de dire que c'est pas un référendum. Effectivement, c'est une consultation. Moi, j'en ai juste fait référence, non pas pour mettre en difficulté. Je l'ai fait pour essayer de montrer que entre la théorie et la pratique, si je puis dire, il y a souvent un décalage. Donc, entre tout ce qu'on entend des habitants qui veulent effectivement que les territoires soient plus résilients et la manière dont ça se traduit concrètement sur le terrain, il y a parfois un décalage. Il ne s'agit pas de ne pas tenir compte du vote qui a été opéré, même si je partage ce qu'a écrit Élodie sur la manière dont la question a été posée. Enfin, tout ça, c'est important aussi, mais on voit quand même qu'il y a assez souvent ce décalage. Alors, j'ai pas noté toutes les questions, je les fais comme ça de mémoire, mais rappelez-les-moi si j'en oublie. Sur des expériences ou des projets qui auraient déjà vu le jour. Alors pour l'instant, il n'y a rien de très concret. C'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait au tout départ. C'est-à-dire que c'est cette impérieuse nécessité maintenant à agir. Et c'est en cela que l'appel à projet ou l'appel à manifestation commun CEREMA-ANEL prend tout son sens. Il y a néanmoins des choses qui ont bien avancé, des projets qui ont bien avancé. Je pense évidemment à tout le travail qui a été fait par le GIP Aquitain, où là on a quand même des stratégies qui sont très bien rédigées. Il n'y a plus qu'à, je dirais, appuyer sur le bouton et à trouver des financements. Je dirais un mot effectivement du financement et de ce qui est corrélé, c'est-à-dire le risque. Du côté de Coutances aussi, du pays de Coutances dans la Manche, il y a des projets dans la vallée de la Sanne sur justement des projets de renaturation qui, avec le Conservatoire du Littoral, qui sont des beaux projets et je vous invite à aller les voir et à les consulter parce que franchement ça vaut le coup, il y a vraiment des belles choses qui se font. Pour ça, je vous invite à consulter le rapport que j'ai remis. Vous avez la plupart des exemples qui, je pense, pour beaucoup d'entre eux, feront acte de candidature ou ont déjà fait acte de candidature dans
dans l'appel à projet CEREMA Annay. J'ai vu que j'étais interpellé aussi sur le risque, sur la question du risque, de l'érosion, sur la sémantique que j'ai utilisée aussi dans mon rapport. Moi, j'ai pas envie de me battre, pour être très clair, hein, et pour aller directement au sujet, j'ai pas envie de me battre sur le terme érosion côtière ou dynamique littorale. C'est pas lorsqu'on utilise la dynamique littorale, je ne minimise pas et je ne veux pas changer les usages. Simplement, pour essayer d'appréhender les choses d'une manière différente et pour essayer de sortir d'une logique que je considère sémantique un peu guerrière, qui est associée justement à l'érosion côtière, où on parle de lutte, où on parle de repli. J'ai essayé de changer les mots. Alors c'est vraiment pas très important, mais ça donne une autre manière de voir les choses. Ça incite aussi à essayer de voir les choses de manière un peu plus positive, même si parfois tout ça est annonciateur de pas forcément de très bonnes nouvelles, effectivement, lorsque on va aller jusqu'à la relocalisation. Sur le risque, qu'on se comprenne bien, moi je n'ai jamais écrit et je n'ai jamais dit que l'érosion ou la dynamique littorale, mais disons l'érosion, n'était pas un risque. Je n'ai jamais dit ça et je ne me permettrai jamais de le dire, tout simplement parce que je ne suis pas qualifié, je ne suis pas scientifique, même s'il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le considérer, mais je dis très clairement les choses, je n'ai jamais affirmé ça. Pourquoi est-ce que, en revanche, dans le rapport, je suis allé un peu plus loin et j'ai essayé de contourner le sujet, tout simplement pour des questions de financement, et on voit bien que c'est à un moment donné où c'est là que le bât blesse, si je puis dire, c'est-à-dire que si on dit risque, on dit forcément fonds Barnier. Et c'est là que ça bloque depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans. Donc j'ai fait un choix que j'assume pleinement, qui est non pas de dire que l'érosion n'est pas un risque, essayer de trouver un financement qui soit différent de celui du fonds Barnier. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas continuer à se battre pour que le fonds Barnier puisse être utilisé. Le fonds d'aménagement littoral qui avait été proposé par les 3 inspections en amont de mon rapport et que j'ai repris est une source de financement qui est intéressante. Moi, dont j'ai parlé à l'ensemble des élus que j'ai rencontrés lors de ma mission. Tous les élus que j'ai rencontrés, aucun ne m'a dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc, j'ai décidé de la reprendre. Elle est assise, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez lu mon rapport, vous le verrez. Et si tel n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Elle est assise sur les droits de mutation, sur un pourcentage sur les droits de mutation, sur une échelle intercommunale. Donc, on revient sur cette solidarité intercommunale. D'aucuns considèrent qu'il faut une solidarité nationale. Là non plus, moi, je n'ai pas de religion en la matière. Simplement, ça relève, je pense, plus du débat parlementaire. Et si on arrive, et moi, c'est mon objectif quand même premier, à produire un texte, évidemment, il sera intégré la question du financement. Et j'imagine que le texte sera amendé et on pourrait aller sur ce fonds d'aménagement littoral sur une échelle qui dépasse très largement l'échelle intercommunale, compte tenu des enjeux financiers qui ont été rappelés tout à l'heure en début d'échange, en début de visio, par rapport, par exemple, au rapport qui a été rendu par le CEREMA, qui cartographie l'ensemble des biens menacés et qui donne une évaluation, et vous avez bien fait de le spécifier, et merci de l'avoir fait, hors réseau, eau, électricité, assainissement et tout ce qui va avec, parce que là aussi, il y a des sommes qui sont faramineuses. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Élodie Martini, je crois que Camille André qui souhaite un petit complément et va participer au groupe de travail aussi. Donc, je lui passe la parole. Camille André. Oui, bonjour à tous. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, parfait. Non, parce qu'il y a, je crois, tout à l'heure, un intervenant qui a cité le GIP littoral, anciennement GIP littoral de la région Aquitaine et puis maintenant de la région Nouvelle-Aquitaine, donc comme un exemple possible voilà, pour mettre en place des partenariats pour
tenter de trouver des solutions aux questions d'adaptation au changement climatique. Donc c'est effectivement une structure qui rassemble à la fois les collectivités des différents niveaux sur le littoral et les services de l'État. Je propose cette précision parce que je suis moi-même chargé de mission au sein du GIP littoral, donc ça permet de vous faire partager cette expérience. Et effectivement, une des ambitions les plus importantes de cette structure, ça a été de pouvoir dessiner le plus possible les politiques publiques de gestion du littoral en concertation entre les différents niveaux de collectivité, de l'EPCI à la région, avec les services de l'État, et en essayant aussi de désectorialiser ces politiques et en parlant à la fois au sein de notre structure des questions de gestion des risques, mais aussi des questions d'aménagement, de gestion de toutes les questions touristiques et puis de protection de l'environnement. Et l'idée principale, peut-être que c'est que en construisant ces nouvelles politiques en partenariat, on peut sans doute essayer d'arriver à mettre davantage en relation ces différentes thématiques et à élaborer des politiques multithématiques qui ne traitent pas que de la question de la gestion des risques ou que de la question de l'aménagement ou que de celle de la préservation des espaces naturels et des écosystèmes, mais qu'on peut sans doute réussir à élaborer des politiques beaucoup plus intégrées et moins sectorielles. Et par contre, c'est vrai que sur cette question-là des risques littoraux, on s'est malgré tout heurté, après avoir mené un certain nombre d'études prospectives ces 10 dernières années, à la difficulté de passer de la théorie et de passer du concept à l'action, tout simplement parce qu'un certain nombre de dispositifs réglementaires peuvent nous manquer, et un certain nombre de droits à cette expérimentation, notamment en matière d'urbanisme, aujourd'hui rend les choses difficiles, sans même parler de la question du financement qui a beaucoup été abordée par plusieurs intervenants. Donc voilà, il y a vraiment un besoin autour de ces sujets de mettre en place une gouvernance qui fonctionne, des lieux où on puisse se parler, où on puisse effectivement se faire confiance et élaborer des politiques en toute confiance. Et puis il y a besoin aussi certainement, on agit, on réfléchit et on agit au sein d'une réglementation, au sein de cadres et qui doivent nous permettre aujourd'hui de l'expérimentation et de l'innovation, et qui ne doivent pas au contraire trop nous figer si on veut pouvoir aussi mettre en place des nouveaux modes de gestion innovants sur les territoires. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci Camille. Je crois que Gianfranco souhaitait donner une précision. Il est là? Non? Il a disparu? Oui, oui. Bien. Là. Alors, allez-y, je vous en prie. Je vous parle de Munich en Allemagne. Très bien, bienvenue. Merci beaucoup à tout le monde pour les différentes considérations. Je voulais seulement donner, si possible, un peu d'espoir en plus, parce que le savoir-faire et l'esprit français, c'est toujours fondamental pour concevoir, modéliser les problématiques et en même temps être capable d'avoir une démarche méthodologique plus performante. Je voulais seulement vous dire que plusieurs fois, j'ai essayé d'avoir des partenariats avec des collègues français, soit de la recherche, soit des collectivités locales sur des projets européens tels que, par exemple, je viens de vous signaler. Et cette call de la Commission européenne du programme Horizon 2020 pour 10 millions d'euros qui concerne soit la démarche méthodologique, soit la possibilité de mettre à point des outils concrets pour augmenter la résilience territoriale des côtes, c'est pas facile. Parce que, ou il faut être présenté par quelqu'un, ou bien aussi le monde scientifique est très fermé en soi. Je me permets de vous dire, soyez heureux d'avoir la possibilité de valoriser le savoir-faire, les compétences territoriales et scientifiques de tous et leur démarche de projet, en ouvrant, être plus disponible à coopérer avec les autres interlocuteurs. Parce que les exemples, je me permets de dire hollandais et anglais, sont très importants pour soutenir une démarche culturelle, mais aussi il faut être un peu plus ouvert et prêt à se confronter avec d'autres pour des projets concrets. Et malheureusement, à la fois,
on perd des bonnes opportunités. Les différentes communes ou collectivités locales qui ont pris la responsabilité d'agir grâce à l'architecture de l'État et des différentes administrations sont toujours porteurs de possibles synergies et des solutions. Sinon, si on reste fermé, on n'arriverait jamais à faire le meilleur d'un coup. Merci beaucoup, Gianfranco. Est-ce que je peux vous demander mon soutien à ces webinaires que je trouve très, très intéressants. Et je me permets de vous dire, il y a une grande possibilité de valoriser cette savoir-faire, cette connaissance. Soyez audacieux, permettez-moi de vous dire. Merci beaucoup, Gianfranco. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de quel organisme vous appartenez? Je suis un libre profession, je suis une personne, je suis moi-même. Très bien, parfait. Très bien, je vais passer la parole à Élodie Martini-Cousti, notre deuxième grand témoin, pour quelques commentaires supplémentaires, en la remerciant de tous les commentaires qu'elle a fait sur le fil. Hein. Excusez-moi, je suis bavarde, j'aime bien faire… Très bien, je pense que voilà, c'est nécessaire de comprendre aussi comment les choses peuvent fonctionner du niveau local au niveau national. J'ai la chance, par mon pilotage du réseau Océan Mer et Littoraux, de pouvoir juger des actions locales, régionales et nationales sur tous les sujets, puisqu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, il y a vraiment une globalité de politiques qui existent, mais qui ne sont tout simplement pas mises en œuvre. Je commencerai, c'est ce que je disais un peu dans mes commentaires sur le chat, je commencerai à parler de la politique, la stratégie nationale bas carbone de la France et du Haut Conseil pour le climat qui ont été créés par le président de la République. Alors, très très bonne idée, à part que ce Haut Conseil a déjà fourni 2 rapports avec des recommandations, et les réponses du gouvernement à ces recommandations sont absolument pas du tout du niveau des enjeux. Donc, si déjà, pareil pour la stratégie nationale bas carbone, donc si déjà on avait des réponses de façon nationale qui soient à la hauteur de ces enjeux, ça nous donnerait le temps au niveau du local et des SCOT et des communes littorales de prendre le temps de construire, de co-construire avec les acteurs des politiques d'adaptation et de résilience aux effets du réchauffement climatique, qu'on connaît depuis parfaitement longtemps. Il y a des universitaires, l'IEEM de Brest, le professeur Alain Henaf, et son site et ses recherches Cocorisko, c'est-à-dire compréhension et connaissance des risques côtiers, existent depuis au moins 2013 sur ces enjeux-là, et est là pour guider les élus, les décideurs. Seulement, ces questions-là, on le dit depuis des années, c'est pas sexy. Quand vous voulez être élu, vous n'allez pas être élu dans une commune en disant bon, on pourra plus construire, on pourra plus faire cela, on pourra plus faire ceci, parce que on est dans une situation de risque. Seulement, quand nous, associations, nous proposons aux élus de faire ce travail de culture et d'acculturation de la population avec des documents, avec des histoires, avec des scientifiques qui viennent appuyer et renseigner le public, ils ne veulent pas nous accueillir, ils ne veulent pas qu'on en parle. Moi-même, j'ai monté avec la fédération que j'ai dans le Morbihan, j'ai monté une exposition et un film. Aucune commune du littoral morbihanais n'a voulu la recevoir gratuitement. En revanche, tous les collèges et les lycées qui travaillaient sur les impacts du réchauffement climatique l'ont accueillie et ont été contentes de l'avoir. Élodie, est-ce que je peux me permettre de vous demander de conclure? Oui, oui, tout à fait. Donc, exactement. Donc, la question, les cadres, on les a. C'est-à-dire, on a la loi littorale qui est une loi qui est toujours valable et qui doit être en effet sans doute adaptée aux enjeux du réchauffement climatique. Mais on a surtout besoin justement, grâce au travail de la fabrique écologique associé au travail d'autres personnalités et d'autres institutions, de faire ce travail d'acculturation du public et de tous les publics. Ça va en effet jusqu'aux élus,
pour qu'on soit cohérent et qu'on travaille tous dans le même sens. Parce que là, moi, ce que j'ai entendu, si vous voulez, Monsieur Buchou, dans son territoire, il y a un projet de port de plaisance. Vous le connaissez, le projet de port de Bretignolles, qui va casser un cordon dunaire et qui risque de mettre des gens en danger. Tout ça pour que 500 bateaux de plaisance puissent être vendus sur ce territoire qui a une forte économie maritime. Ça, c'est des projets qui ne devraient plus arriver. Je pense vraiment qu'on a besoin de pouvoir y réfléchir tous ensemble et de se dire comment est-ce qu'on oriente vraiment nos politiques d'adaptation du territoire sans mettre en danger les biens et les personnes et en relocalisant la biodiversité. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, il faut être courageux, il faut être volontariste et après, derrière, les financements, ils arriveront. On les trouvera au niveau européen, on les trouvera via les assureurs. Mais ce ne serait pas normal que ce soit l'ensemble des Français qui payent, une fois de plus. Merci à vous. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Nicolas et à Gilles pour un dernier mot, mais vraiment un mot de conclusion, je voulais vous dire, en ce qui nous concerne la Fabrique écologique, qu'on est tout à fait prêt et désireux pour ceux qui le souhaiteraient de faire des ateliers écologiques autour de cette note dans différentes régions littorales, comme nous le faisons régulièrement pour d'autres notes. Et nous avons beaucoup d'ateliers maintenant en région. Et nous sommes tout à fait prêts à le faire. Il suffit de prendre l'initiative d'en parler à Gilles, qui peut organiser ça. Voilà, je passe la parole à... Alors, juste un mot de conclusion, effectivement, pour dire qu'on a effectivement dans cette note voulu rappeler un certain nombre de cadres existants et l'ensemble des travaux qui ont été faits dans une logique de cumulativité, c'est-à-dire de voir quelles étaient les contributions que l'on souhaitait mettre en avant par rapport aux nombreux travaux, que ce soit scientifiques, d'initiatives gouvernementales ou parlementaires, et notamment les plus récents. Donc ça a été mûrement travaillé au sein d'un groupe de travail d'horizons variés qui associe effectivement le GIP littoral, des scientifiques, etc., plutôt versé sur les sciences sociales, d'où aussi l'accent porté sur ces questions d'inégalité environnementale face aux risques littoraux. Et donc voilà, il y a aussi des projets scientifiques qui sont menés en partenariat avec de nombreuses collectivités pour travailler sur la mise en place de politiques qui seraient soucieuses du traitement de ces questions d'inégalité environnementale dans des politiques d'adaptation de long terme. Et puis, je rejoindrai Gianfranco sur sa dernière remarque en disant que, au-delà effectivement de nos contextes locaux, le partage et l'expérience avec de nombreux pays européens, notamment via les appels H2020, sont aussi une source d'enseignement assez riche, justement pour tirer bénéfice de ces enseignements et pour le rassurer aussi que cette année, sur le call qu'il indique, il y a des propositions françaises qui sont actuellement en évaluation au niveau de Bruxelles. Donc, la France sera présente sur ces questions-là pour un démarrage début 2021. Merci. Gilles, pour le mot de la fin. Oui, alors c'est plus finalement une précision qu'une conclusion, étant donné notamment la question d'Anne Guchamp dans la conversation et puis une remarque que vous avez faite, Monsieur Buchou. Effectivement, et pour reprendre ce que vient de dire Nicolas, on s'inscrit complètement dans une démarche de cumulativité par rapport aux travaux existants et on a parfaitement connaissance des propositions de financement à long terme de la relocalisation qui ont été portées par la mission interministérielle et par vous-même à travers le Fonds d'aide à la recomposition littorale. Et dans la note, nous distinguons bien en fait les besoins de long terme et de court terme sur le financement. Et en fait, ce que je n'ai pas réussi à préciser, étant donné la brièveté de mon intervention, mais c'est qu'effectivement, il faut bien combiner les deux approches d'aménagement de long terme du littoral, mais sans oublier pour autant l'approche de gestion du risque. Voilà. Merci beaucoup. Il me reste à remercier évidemment les deux, la présidente du groupe de travail, tous les membres du groupe de travail ont certains participé, nos deux grands témoins, Stéphane Buchou et Élodie Martini-Cousti, et à vous remercier tous de votre participation, de vos interventions. Vous avez la note sur notre site, vous pouvez très bien, je vous l'ai dit, réagir, faire des propositions d'amendements.
Nous tiendrons certainement au moins 2 ou 3 ateliers écologiques sur des régions littorales d'ici le mois de septembre, sachant que d'ici juillet, ça va être compliqué à cause de la crise du Covid, mais volontairement, on va allonger un peu la période de co-construction citoyenne pour pouvoir aussi faire quelques réunions en septembre. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes à l'écran là, dans telle ou telle de vos régions. Voilà. Super.